Bonjour à tous, je suis le docteur Métro de l'unité neurovasculaire de Troyes. Dans le cadre de la FMC, je vais vous présenter la prise en charge de l'AVC en phase aiguë, à l'hôpital de Troyes notamment. Alors, dans le sommaire, on aura du coup un résumé des symptômes cliniques, l'alerte AVC, comment évaluer cliniquement, le conditionnement du patient, l'imagerie cérébrale, est-ce qu'on en attend, et le type de traitement à proposer. Alors pour commencer, les symptômes de l'AVC. Alors on suspecte un AVC quand on est devant un déficit neurologique déjà, focalisé, c'est-à-dire à un territoire artériel ou une zone fonctionnelle du cerveau, et surtout très important dans la pathologie vasculaire, le critère d'apparition brutal. On a par exemple des déficits brachio-faciaux dans le cadre d'AVC superficiel, ciliens superficiel, des hémiplégies ou hémiparésies donc touchant les 3 étages quand l'atteinte est plutôt profonde, au niveau de la capsule interne par exemple, ou du thalamus, un déficit du membre inférieur quand on a une atteinte de l'artère cérébrale antérieure, des anesthésies, plutôt avec des atteintes thalamiques, d'autres symptômes assez spécifiques comme l'aphasie par exemple, l'hémianopsie latérale homonyme, on a aussi l'héminégligence, des vertiges, des ataxies, des diplopies, des troubles de conscience, qui sont des symptômes un peu moins spécifiques, mais qu'on peut rencontrer dans le cadre d'AVC. Un petit exemple justement de territoire de systématisation artérielle, classiquement connu sur le plan anatomique. Alors, comment prendre en charge l'alerte AVC une fois qu'on suspecte un AVC? Le premier réflexe, c'est de faire l'appel au 15. Ça doit passer par une régulation médicale pour pouvoir avoir une prise en charge la plus rapide possible, qui doit détailler du coup le type de symptômes avec des échelles, par exemple l'échelle FAST ou NIHSS. On doit recueillir absolument l'heure de début des symptômes le plus possible. À défaut, l'heure du constat des symptômes et de la dernière fois où le patient a été vu dans son état normal. On doit recueillir également les antécédents, les traitements, d'éventuelles contre-indications à l'IRM. Ensuite, le neurovasculaire est contacté, ou le neurologue d'astreinte, si c'est le soir, et qui valide ou pas l'alerte AVC. En cas de validation, il y a donc un transport rapide par ambulance, pompier ou SMUR, en fonction des cas, en fonction de la présence ou pas d'une détresse vitale ou de trouble de la conscience par exemple. Et on transfère sur le site le plus proche qui dispose d'une possibilité de thrombolyse. Par exemple, à Romy, ils peuvent faire de la téléthrombolyse avec le CH de Corbeil-Essonnes. À Troyes, la thrombolyse est réalisée sur place. Ensuite, le service de radiologie est contacté pour les prévenir de l'arrivée d'un AVC et donc pour ne pas perdre de temps. Et le patient est pris en charge en box d'alerte AVC, donc pas au service des urgences. Alors, comment est faite l'évaluation clinique en présence d'un AVC? Donc, ça se fait par le score NIHSS, que je ne veux pas détailler entièrement ici. C'est un score, en tout cas, qui a l'avantage de pouvoir se faire rapidement, qui est assez reproductible entre des observateurs différents et qui est plutôt assez simple à faire. Donc voilà, il est détaillé ici. Ensuite, on va passer au conditionnement du patient. Donc, à l'arrivée du patient à l'hôpital, la prise en charge doit toujours être la plus rapide possible. Le patient doit être installé sur son brancard dédié en box de télé-AVC, le plus souvent en décubitus dorsal, moins de 30 degrés si possible, sauf en cas de détresse respiratoire ou de vomissement, mais si possible plutôt allongé. Il y a une prise de constante qui doit être faite avec les constantes habituelles, tension, fréquence cardiaque, saturation, température, glycémie, et aussi important le poids en cas d'éventuel traitement par thrombolyse intraveineuse. On réalise des prélèvements sanguins avec une numération, une hémostase, ionogramme, créatinine, bilan hépatique. Voilà. Et en fonction des cas, il peut y avoir des dosages d'anticoagulants, d'un groupe Rhésus, etc. Il faut faire attention à vérifier la présence de matériel ferromagnétique, retirer tout ce qui est enlevable et vérifier qu'il n'y ait pas de pacemaker ou justement d'éléments qui pourraient contre-indiquer la réalisation de l'IRM cérébrale. Et on se transfère ensuite le plus rapidement possible en service de radiologie pour réaliser une IRM, s'il n'y a pas de contre-indication, première intention, ou à défaut un scanner cérébral. Donc l'imagerie justement, on préfère en général la réalisation d'une IRM cérébrale tant que possible. C'est un examen par résonance magnétique qui a l'intérêt de pouvoir détecter les signes précoces d'ischémie, à l'inverse du scanner.
mais aussi les signes d'hémorragie récentes ou anciennes, qui peut mettre en évidence la présence d'une occlusion artérielle et qui ne nécessite pas d'injection d'iode. Alors, la limite de l'IRM, c'est son accessibilité. C'est un examen qui a une réalisation beaucoup plus lente, avec des plannings chargés. Il peut y avoir des artefacts de mouvement quand même qui peuvent être gênants si les patients sont agités. Et il y a plusieurs contre-indications, notamment les pacemakers, des éclats métalliques oculaires, certaines valves cardiaques anciennes, par exemple. Alors, nous avons là un exemple d'AVC à l'IRM cérébral, avec plusieurs séquences. Donc, par exemple, là, chez une femme de 68 ans, avec un déficit brachiofacial gauche et évoluant depuis 5 heures. On aura donc sur la séquence de diffusion la présence d'un hypersignal, sylvain superficiel droit, avec une baisse du coefficient d'ADC en regard. Et dans le cas présent, cette anomalie est également visible sur la séquence flair, ce qui signifie que l'AVC est constitué. On peut aussi réaliser donc des séquences temps artériel sans injection particulière, en temps de vol on appelle, et on peut voir ici par exemple la présence d'une sténose de l'artère sylvienne droite, ici. Et on est donc devant un AVC ischémique récent constitué sur une sténose de l'artère cérébrale moyenne droite. On peut détecter également les hémorragies cérébrales sur certaines séquences, comme la séquence T de Swann. On peut voir un liseré en hyposignal ici sur cette séquence. Sur la séquence flair qu'on a vu précédemment, voilà, on voit une formation un peu arrondie apparaître. Et c'est donc un AVC hémorragique à lenticulaire gauche ici. On peut réaliser également un scanner cérébral couplé à l'angioscanner des troncs supraortiques, donc qui se base sur le principe de l'atténuation des rayons X. Il a un intérêt principal dans la détection des hémorragies récentes. Les signes d'ischémie très précoces ne peuvent pas être visualisés sur le scanner, mais on peut avoir des signes quand même précoces, subaigus, qui peuvent être inconstants. L'avantage également, c'est sa rapidité d'acquisition et l'absence de contre-indication. Les limites, j'en ai parlé, c'est la faible sensibilité à l'ischémie hyperaiguë et éventuellement les allergies aux produits de contraste iodés qui vont limiter l'injection des TSA et donc l'évaluation du réseau artériel. Alors, des exemples de scanners avec dans le cadre d'un bilan de céphalée brutale associé à des troubles de la conscience, on retrouve une hyperdensité spontanée sous-arachnoïdienne, ici, tout diffuse, avec un début d'hydrocéphalie. Et on voit justement avec l'injection au temps artériel l'existence d'un anévrisme ici sur la sylvienne droite. On peut détecter des signes d'ischémie cérébrale, mais on voit ici que par exemple 4 heures après l'apparition des symptômes, on peut avoir un scanner complètement normal. Et au fur et à mesure du temps, on voit les signes de l'AVC apparaître sur le scanner de manière retardée, ici à 24 heures et ici à 7 jours, avec l'apparition d'une hypodensité de plus en plus importante. Couplé à l'angioscanner des troncs supraortiques, on peut donc avoir une bonne évaluation des vaisseaux intracrâniens ou extracrâniens, avec des occlusions, des sténoses, au niveau des carotides par exemple. Donc le traitement de l'AVC en face aiguë. On peut proposer dans certaines situations un traitement par thrombolyse intraveineuse. Donc pour les AVC ischémiques, l'objectif de ce traitement, c'est la reperméabilisation la plus rapide possible de l'artère. On a la notion d'une efficacité de cette technique, surtout avant les 4h30, après le début des symptômes, d'où l'intérêt de devoir recueillir précisément l'heure de début des troubles. L'indication se porte selon l'importance des troubles, selon l'existence d'une occlusion artérielle, et le rapport bénéfice-risque se fait au cas par cas. C'est un traitement qui peut avoir des conséquences importantes, avec des effets secondaires graves, comme des hémorragies, par exemple. Elle se fait par administration intraveineuse, et ensuite le patient doit bénéficier d'une surveillance en soins intensifs neurologiques. L'importance de la rapidité du traitement, c'est justement que le dégât se forme de plus en plus au fur et à mesure du temps. Par exemple, au début, on a juste un stade de pénombre et d'olygémie, et on voit apparaître au fur et à mesure du temps que la zone de nécrose progresse, donc il y a un intérêt à revasculariser le plus vite possible. Et, en plus de ça, le risque hémorragique augmente en fonction du temps.
Alors, on peut avoir un deuxième traitement qui peut parfois être combiné, c'est la thrombectomie mécanique. Donc elle peut s'effectuer en cas d'occlusion artérielle intracrânienne proximale. On a un délai un peu plus long, de 6 heures. Ça peut être plus long même en fonction des cas de figure. Il s'agit donc d'une désobstruction mécanique par une artériographie. Elle peut être idéalement associée à la thrombolyse, mais elle peut être également réalisée seule. Elle n'est pas disponible au CH de Troyes. On travaille donc avec le CHU de Reims et le service de neurologie interventionnelle. Il faut donc transférer dans ce cas-là les images au CHU de Reims, appeler le neuroradiologue interventionnel et valider ensuite l'indication de ce traitement en discussion avec le neurologue et le neuroradiologue. Ensuite, on organise avec la régulation médicale un transport le plus rapide possible. Donc la thrombectomie s'effectue grâce à l'utilisation d'un stent retriever, donc un espèce de stent qu'on va déployer justement à l'intérieur de l'artère pour essayer de capter le caillot et pour le retirer ensuite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.